Dans l'hémisphère sud, entre canal de Mozambique et océan Indien, émerge Madagascar, communément appelée la Grande Île ou l'île Rouge. Elle est en fait une partie de la vieille Afrique, issue de la dérive des 5 continents. Cette histoire géologique ancienne et des manifestations volcaniques relativement plus récentes ont doté Madagascar d'une étonnante diversité de reliefs. L'extrême nord de l'île, le pays Antekarn, littéralement le pays de ceux qui aiment les précipices, est bien représentatif de cette richesse de paysages. Ainsi, la province de Diego Suarez offre-t-elle en guise de littoral une véritable dentelle de baies et de criques qui ont déterminé depuis le XVIIe siècle la vocation portuaire du site. L'arrière-pays, articulé autour de hauts reliefs tels que ceux de la montagne des Français, de la montagne d'Ambre ou Angarn, a depuis toujours été propice au développement des activités rurales et agricoles. Aujourd'hui encore, la province, qui compte près d'1 million d'habitants, est l'une des plus prospères du pays. Certes, les richesses du sous-sol, notamment en pierres précieuses, y contribuent fortement. Mais la sagesse paysanne a permis, en creusant moins profondément, d'exploiter traditionnellement un sol fertile. Sa situation septentrionale met le pays relativement à l'abri des cyclones tropicaux qui affectent régulièrement la côte est de Madagascar. A contrario, le déficit pluviométrique peut, certaines années, compromettre les récoltes. Mais ici comme ailleurs, le véritable paysan sait s'accommoder des aléas climatiques. Une des meilleures preuves de cette opiniâtreté à produire est offerte par l'abondance et la diversité des produits sur le grand marché de Diego. La capitale de la province, qui compte environ 100 000 habitants, est donc très régulièrement approvisionnée en produits du terroir. Ville portuaire et commerçante, elle peut même, selon une tradition séculaire, ravitailler en denrées fraîches les navires à l'escale dans sa baie légendaire. Mais la province de Diego possède en outre une richesse supplémentaire et bien spécifique. À son propos, Plutarque disait déjà qu'elle était l'aliment qui agrémente les autres aliments et qui de la nourriture nécessaire fait une nourriture agréable. La production de sel de mer, ou saliculture, semble, pour le profane, ne relever que du jeu de la mer, du vent et du soleil. Pourtant, si le principe est simple, la mise en œuvre d'un marais salant requiert au préalable la maîtrise de certaines contraintes topographiques et climatiques bien précises. À la vue de ces immenses surfaces où l'eau de mer devra s'évaporer, on conçoit qu'il faut d'abord disposer de beaucoup d'espace, d'un sol plat et imperméable, d'un peu d'eau douce, et le tout à proximité de la mer. Ceci étant, le site retenu devra bénéficier d'un climat favorisant l'évaporation. La saline d'Ansamban, au fond de la rade de Diego, remplit toutes ces conditions. Le processus peut commencer, comme nous l'explique M. Claude Racout. Donc c'est par l'intermédiaire de ces vannes que nous faisons entrer de l'eau de mer qui est environ 30 grammes par litre dans cette grande surface que nous appelons vasière. Et cette opération, on l'effectue de telle façon que on est toujours à un niveau constant à l'intérieur de cette vasière qui fait 160 hectares. À ce moment-là, donc, nous ne dépendons plus des fluctuations des niveaux de la marée pour effectuer les pompages et pour étaler cette eau qui va arriver à la station de pompage de 30 grammes par litre à 40 grammes par litre de NaCl. Donc l'apport d'eau de mer se fait
se fait par gravité lorsque la marée est montante et lorsqu'on en a besoin parce qu'il faut garder ce niveau de la vasière à un niveau constant. Et il y a ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir statistiquement donc la concentration en chlorure de sodium de l'eau de mer. C'est pour cela que nous faisons des relevés de cette concentration et de la température de l'eau de mer journalièrement. En fait, la saliculture met en jeu un ensemble très complexe de paramètres physiques et chimiques qu'il convient de gérer quotidiennement ou presque. L'alchimie du sel comporte sommairement 2 phases successives. L'eau de mer sera d'abord concentrée et saturée, puis ensuite cristallisée. Le contrôle du dépôt des sulfates et des chlorures, autres que le chlorure de sodium, est très élaboré. C'est là qu'intervient la maîtrise du salinier qui contrôle le processus et qui assurera la qualité de la récolte. Elle commence à la mi-octobre et s'étale sur 7 semaines. C'est un moment important pour tout le monde. La récolte est un moment important donc, dans notre processus de fabrication et d'exploitation du sel. Au moment de la récolte, donc, il y aura un dépôt de sel d'environ 15 à 20 cm qu'un engin que nous appelons récolteur va ramasser sous forme de gâteau et le récolteur travaille comme un rabot de menuisier, quoi. Et avant la récolte, on fait le choix des tables. Ce choix, il est fonction surtout de l'épaisseur du sel sur chaque table, de l'éloignement de cette table par rapport à l'usine pour ménager un peu les agents et en même temps le personnel. Et après, il y a la préparation de la table. La préparation de la table qui consiste à faire une évacuation des eaux usagées, faire un détourage des tables pour que les engins puissent mieux manœuvrer pendant la récolte et faire aussi des petits drains pour mieux assurer l'évacuation des eaux. Après que le sel a été ramassé sur une table, on fait l'entretien du sol, on fait l'entretien du contre-sel. Ce contre-sel, c'est un dépôt de sel qui a été laissé volontairement pour mieux supporter les engins. Et il faut qu'il y ait un lissage et un nivellement à faire après chaque récolte de table. Et après, on le recouvre d'une saumure saturée pour qu'il n'y ait pas de dissolution pendant la pluie. Et lors de la récolte, donc, il y aura des engins avec des transports, des remorques, des tracteurs, des bulldozers qui vont donc transporter ce sel jusqu'à la station de lavage. À la station de lavage, comme je dis lavage, donc il y aura un lavage avec de l'eau saturée pour qu'il n'y ait pas de dissolution, pour qu'il n'y ait pas de perte. Et dans ce lavage consiste à un lavage chimique et un lavage physique pour améliorer la pureté du sel en fait. Après ce lavage, le sel va être stocké sur une montagne que nous appelons une camelle, comme la bosse d'une camelle. Aussi pour limiter donc la surface offerte à la pluie. Tout d'abord, la qualité du sel dépend surtout de l'eau d'alimentation qu'on y a introduite. Plus l'eau est saturée en NaCl, plus le cristal est gros.
Dans le contrôle de qualité, nous avons donc à contrôler justement la pureté du sel et la granularité. Et d'autre part aussi, donc, on fait aussi un contrôle de iodage pour le sel de consommation humaine. En parlant de la pureté du sel, donc ici à Diego, nous arrivons à environ 99,5%.